Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, c'est mon grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons une conférence qui va durer 2 heures avec Sophie Villemer, qui est l'infirmière clinicienne aux cliniques SLA de CHUM, et Lisanne Desrosiers, qui est infirmière de liaison en don d'organes pour Transplant Québec. Et c'est un vrai plaisir. Je vais donner tout de suite à vous le droit de parole et commence la conférence. Pour les questions, pour les commentaires, n'oubliez pas d'utiliser, je suis désolée, d'utiliser le clavardage pour vos conférences. Merci et c'est à vous, Sophie et Lisanne. Bonjour. Bonjour à tous. Comme vous voyez, je suis infirmière et non technicienne à l'ordinateur. J'ai un petit peu de difficulté avec ma présentation ce matin, mais je pense que ça va bien se passer. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à certaines questions qui peut-être vous viennent à l'esprit concernant l'aide médicale à mourir en milieu hospitalier. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment partager mon expérience ici au CHUM pour vous donner le plus d'informations possible. C'est sûr que c'est un sujet qui peut être lourd, qui peut être sombre, mais je vais essayer de maintenir ma présentation surtout pour vous donner de l'information. Je pense que ce que j'aimerais, c'est que si vous avez des questions, peut-être intervenir au moment où vous avez cette question-là, parce que des fois, quand ça fait une demi-heure, vous avez peut-être oublié, puis moi, ça va m'aider aussi pour savoir exactement jusqu'où vous voulez avoir toute l'information. On va commencer. Merci, Kate, pour l'invitation. Ce que je vais faire pour débuter, c'est que je vais entamer avec naturellement un problème technique. Alors, le voilà. Comme vous le savez, le diagnostic de la SLA force nos patients à prendre plusieurs décisions. Ils sont bousculés dans plusieurs décisions. Et aujourd'hui, une d'entre elles qu'on va discuter, c'est vraiment le choix de fin de vie. Donc, c'est sûr que l'aide médicale à mourir en est un, mais il y a d'autres choix. Et il faut savoir, est-ce que ça va être à domicile? Est-ce qu'on préfère que ça se passe à domicile? Est-ce qu'on préfère que ça se passe en centre hospitalier? Est-ce que c'est les soins palliatifs, qui est une approche qui peut être débutée très tôt dans la maladie pour nous aider avec des petits effets secondaires qui sont nocifs, qui sont désagréables? Ce qu'on aime, en tout cas, ce qu'on essaie de faire au CHUM, c'est de peut-être, même si ça peut être confrontant, d'introduire le plus rapidement possible les soins palliatifs pour nous aider avec certains symptômes et puis s'assurer qu'on garde, on maintient un niveau de vie très élevé. L'autre chose, une autre façon, c'est la sédation palliative. Donc, je ne vais pas nécessairement aller en détail, mais je pense que vous comprenez, là, la sédation palliative, c'est à un moment donné, c'est de pouvoir être dans un état vraiment de repos sans nécessairement provoquer la fin de vie. Et aujourd'hui, bien, comme on parle, ça va être beaucoup au sujet de l'aide médicale à mourir. Je vais peut-être l'appeler aussi l'AMM éventuellement parce que c'est quelque chose à répéter tout au long de ma présentation. Donc, jusque-là, s'il n'y a pas de questions, c'est ça, Kate, je pense que tu vas pouvoir, s'il y a des choses qui sont écrites, me le transmettre. OK, parfait. Donc, pour commencer, je vais y aller avec peut-être plus du côté légal. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en 2022, l'aide médicale à mourir, puis les modifications qui ont été apportées il n'y a pas un an, en fait. Donc, le 17 mars 2021, une personne qui souhaite recevoir l'aide médicale à mourir devait satisfaire tous les critères admissibles suivants. Donc, ça a quand même changé l'année passée. La première chose, c'est sûr, c'est être assuré au sens de la loi par la RAMQ, être majeur et apte à consentir aux soins.
Le critère de la fin de vie, donc la mort naturelle, raisonnablement prévisible, ça, c'est un critère qui a été aboli. On va en reparler juste un peu plus tard. L'être atteint d'une maladie grave et incurable, ça a été un critère qui a été modifié. Donc, c'est être atteint d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave et incurable. Et c'est toujours à l'exception d'une maladie mentale et aussi d'une maladie qui va toucher le côté cognitif. Ça va être révisé en 2023, en mars 2023. Ensuite de ça, il faut présenter un déclin avancé et irréversible de ses capacités et éprouver des souffrances physiques, mais aussi ou psychiques constantes et insupportables. Donc ça, c'est un petit résumé de ce qui a été changé en 2021. Il faut pas oublier que le Code criminel, maintenant, depuis, prévoit 2 voies d'admissibilité pour l'aide médicale à mourir. Donc, il y en a une qui va être pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Raisonnablement prévisible, c'est qu'on parle qu'il peut avoir un pronostic de moins de 18 mois. Ensuite de ça, la deuxième voie, ça va être une autre personne qui va être, par contre, dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible, va quand même avoir le droit de faire la demande d'aide médicale à mourir. La différence qui est la plus importante, c'est qu'au moment où on fait la demande officielle, on doit attendre 90 jours avant d'obtenir le soin. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Vous me ferez signe. Parfait. Ensuite de ça, j'ai juste un petit problème et je veux juste voir si je peux faire quelque chose de différent. Bon, parfait. Une personne peut naturellement, en tout temps, s'adresser à un professionnel de la santé pour obtenir de l'information concernant l'aide médicale à mourir. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire à un patient « Non, 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 on ne vous parle pas de ça en ce moment, vous n'êtes pas rendu là, je ne vous donnerai pas l'information. » Donc, c'est votre droit d'avoir cette information-là à tout moment dans la maladie, peu importe. Et le professionnel de la santé se doit de répondre à cette demande et de vous donner les informations. S'il n'est pas capable, s'il n'est pas à l'aise, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut être référé à quelqu'un. Mais on se doit de répondre à la demande et, après avoir reçu l'information, peut faire une demande qui est formelle. Cette personne-là doit naturellement, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande d'aide médicale à mourir. Donc, on ne peut pas avoir un fils qui dit « Je trouve que ça n'a pas de bon sens, ma mère devrait avoir besoin, je crois qu'elle devrait obtenir l'aide médicale à mourir. » Il faut que ça soit de elle-même et de manière naturellement libre et éclairée parce qu'on a reçu toute l'information nécessaire. Et ça se fait avec un formulaire qu'on va discuter un peu plus tard. Donc, c'est un formulaire de demande qui est très simple, qui fait juste rendre le tout légal. Donc, ça doit être enclenché. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous expliquer comment je fonctionne ici au CHUP. Donc, durant les rendez-vous, peu importe, même entre les rendez-vous, des fois, j'ai des questions. Qu'est-ce que c'est l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'on y a droit? Comment on procède? Donc, je donne toujours l'information. Si la personne me dit « J'aimerais procéder, j'aimerais faire la demande », donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'il y a quand même un petit côté légal qui nécessite la demande officielle et 2 avis médicaux. Et là, moi, ce que je vais faire à ce moment-là pour essayer de regrouper le tout, on va le faire en un rendez-vous. Alors, je vais céduler un rendez-vous où on prend le temps. Donc, la première partie, c'est la rencontre que je vais faire, moi, avec le patient et sa famille, les êtres chers qui veulent l'accompagner. Donc, je vais, encore une fois, là, il va recevoir toute l'information qui entoure la demande et le déroulement actuel de l'aide médicale à mourir le jour même. Une fois que c'est vraiment son désir, on va signer un formulaire en présence d'un professionnel de la santé qui est moi. Et le formulaire va être aussi contresigné par un témoin indépendant. Donc, ce n'est pas un membre de la famille qui l'a accompagné, c'est vraiment une personne qui est de l'extérieur, qui ne fait même pas partie de mon équipe à moi. C'est quelqu'un que je vais trouver ici sur le département. On veut vraiment avoir la preuve que c'est cette personne-là qui fait la demande. Maintenant, ça, c'est une question qui me revient souvent. Si la personne, parce qu'on va me dire, je veux faire ma demande très, très vite, bientôt, parce que j'ai déjà de la difficulté à écrire
je ne suis plus capable de faire je ne serais pas capable de le signer, ma demande. Ça, ce n'est pas un enjeu du tout. Donc, la personne qui va faire la demande d'aide médicale à mourir, qui ne peut pas le signer, je vais simplement trouver une troisième personne, donc il y a moi qui va être présente, il y a le témoin, et je vais trouver une autre personne qui est complètement à l'extérieur de la situation, qui va être majeure et apte à signer pour vous, qui va faire partie, qui ne fait pas partie de l'équipe soignante, donc ça ne peut pas être un médecin avec qui je travaille, ça va être quelqu'un d'autre à l'extérieur et qui va comprendre de quoi, qu'est-ce qu'elle signe, donc la nature de la demande de l'aide médicale à mourir, et qui, c'est sûr, ne peut pas croire ou savoir qu'elle va être bénéficiaire d'un héritage quelconque si la personne était décédée. Donc, c'est vraiment quelqu'un à part. Donc, l'autre chose que je veux juste ajouter, non seulement la personne n'est pas obligée d'être capable de signer par elle-même, il y a aussi, des fois, les gens vont se demander si je suis plus capable de parler, de m'exprimer par moi-même. Bien, ça non plus, ce n'est pas un enjeu. Souvent, c'est quelque chose qui va être discuté tout au long des rendez-vous. C'est de l'information. Moi, je prends en note quand on donne de l'information. Donc, la personne qui peut quand même me signifier que c'est ce qu'elle veut faire sa demande, c'est tout aussi valable que la personne qui ne peut pas signer ou la personne qui ne peut pas parler. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, en deuxième partie, une fois que cette feuille, qui est une page seulement, est signée, on va rencontrer le médecin qui fait partie de l'équipe de l'aide médicale à mourir. Donc, c'est sûr qu'on fait la démarche ici au CHUM. Donc, c'est parce que l'aide médicale à mourir va être administrée ici au CHUM et non à la maison. Quand c'est fait à la maison, juste pour faire une parenthèse, à ce moment-là, il faut faire affaire avec les gens du CLSC, l'équipe du CLSC. Donc, la demande et la visite du médecin, c'est un médecin qui peut se déplacer à la maison. Donc, s'il peut se déplacer à ce moment-là, c'est lui qui va pouvoir l'administrer, mais mes médecins ne peuvent pas aller à la maison. Donc, toute la démarche se fait plus au niveau du CLSC. Moi, je vous parle vraiment de ce que je fais ici au CHUM. Donc, c'est ça. Donc, il y a quelques médecins ici au CHUM qui vont administrer l'aide médicale à mourir. Donc, on rencontre cette personne-là, ce médecin-là, qui va vraiment s'assurer d'évaluer l'admissibilité de la personne. Ensuite de ça, j'ai déjà planifié une troisième personne, c'est le médecin. Souvent, ici au CHUM, ça va être le médecin traitant. Donc, le médecin neurologue qui s'occupe déjà du patient, qui va aussi agir en tant que médecin expert. Ce n'est pas lui qui administre l'aide médicale à mourir, c'est un avis. Donc, c'est le deuxième avis pour s'assurer que c'est un avis indépendant qui confirme encore une fois le respect des conditions pour obtenir l'aide médicale à mourir. Donc, les trois rendez-vous, les trois personnes sont rencontrées, on fait ça. On prend le temps qu'il faut, mais c'est environ 1h30. Et une fois que la personne a quitté, elle est au courant si oui, c'est accepté ou non. Et puis là, elle peut partir à la maison tranquille. C'est toute la paperasse et tout le côté légal est fait. Une petite chose que j'ajoute, si on en a déjà discuté, si la personne est intéressée, pendant que vous êtes ici, on peut aussi rencontrer l'infirmière de Transplant Québec que vous allez rencontrer tantôt en deuxième lieu pour obtenir plus de renseignements pour ce qui est de l'aide médicale à mourir avec don d'organes. Donc, elle peut être là, puis ça vous donne l'information sur place. Ensuite de ça, ce qui suit naturellement, la personne n'a pas besoin le jour même de la signature me dire telle date. Ce n'est pas important la date pour l'instant. Donc, des fois, ce que je vois, c'est que mes patients vont dire j'ai besoin de régler ça dans ma tête, que j'ai cette option-là. Encore là, ça ne veut pas dire que c'est pour tout de suite, que c'est pour dans quelques mois, ça peut être vraiment plus tard. Donc, ce qu'on veut, c'est un peu apaiser cette possibilité, donc se donner la chance de pouvoir y avoir accès. Donc, la personne part à la maison et éventuellement, quand elle est prête, la personne va m'aviser. Donc, il faut tenir en compte que la demande d'aide médicale à mourir va rester toujours valide tant aussi longtemps que la personne garde son aptitude. Donc, elle est encore capable le jour même de dire oui, c'est toujours ça que je veux, la personne est complètement apte. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas des troubles cognitifs ou que la personne est somnolente et capable de nous parler. Donc, c'est vraiment, la personne doit être capable de nous regarder dans les yeux puis nous faire signe que c'est vraiment toujours ça qu'elle désire. Donc, ça, c'est important. Et il n'y a pas d'urgence. La personne qui fait la demande d'aide médicale à mourir est toujours libre de changer d'idée. Donc, ça veut dire qu'en tout temps,
en tout temps, on peut retirer la demande d'aide médicale à mourir. Ce n'est pas parce qu'on a signé un papier qu'on va être obligé de le faire, pas du tout. C'est toujours très flexible. L'autre chose, c'est aussi, on peut choisir une date. On décide d'une telle date, puis là, il y a quelque chose, puis je me sens plus prêt, pas de problème, on reporte. On peut reporter et reporter et reporter sans problème. C'est toujours le choix de la personne, puis il n'y a personne qui va tordre un bras à personne non plus. Donc, c'est toujours dans le respect de la personne qui désire l'aide médicale à mourir. Toujours pas de questions, ça va bien pour l'instant. Parfait. Là, je vais vous parler du déroulement, parce que c'est sûr que c'est très lourd ce que je vous raconte, mais donc là, je vais vous parler de quoi ça a l'air. De quoi ça a l'air le jour même. On a choisi notre date, on est rendu là, on a choisi les gens qui vont être avec nous, on va se présenter au CHUM pour recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, au début, ce qu'on fait naturellement, on accueille le patient et sa famille, ses êtres chers. C'est souvent en matinée, à un moment donné, quand on établit ensemble l'heure avec naturellement la personne, c'est elle qui va décider le tout. C'est dans une chambre privée, on est au CHUM, donc on a tout un beau building, des belles chambres privées. Donc, ça peut être, d'habitude, c'est le jour même, parce que les gens ne veulent pas nécessairement venir passer une nuit pour passer une nuit à l'hôpital. C'est toujours possible, par contre, donc c'est quand même encore là flexible. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va réviser un peu le déroulement, choisir le déroulement de la journée. S'il y a des rituels qui sont désirés, comment on peut faciliter le tout, le choix de la musique, si on veut de la musique, puis tout autre besoin là, qui nécessite notre implication, on va établir ensemble comment ça va se dérouler. Ensuite de ça, il y a des préparatifs. La première chose, c'est l'installation d'un accès veineux. Donc, c'est sûr que l'aide médicale à mourir, puis je vais aller en plus détail tantôt, c'est donné de façon intraveineuse. Donc, on a besoin d'un accès. On ne veut pas qu'il y ait de complications. Souvent, on va aller en radiologie, c'est déjà cédulé, planifié en regard de l'arrivée. Le rendez-vous en radiologie, on descend, on installe ce qu'on appelle un PICC line, donc c'est un accès veineux qui est très fonctionnel et qui n'a pas de problème. Sinon, quelqu'un qui a des très belles veines, on va dire, on va mettre 2 accès veineux. Donc, on s'occupe de ce côté-là à l'arrivée. Ensuite de ça, c'est sûr que l'équipe qui est présente, on s'assure de rencontrer la famille, de bien les préparer parce que des fois, on n'a pas rencontré tous les gens qui sont présents. Donc, on veut vraiment leur expliquer le déroulement, comment ça va se passer. On essaie de voir s'il y a des craintes, est-ce qu'il y a des questions. Donc, on répond puis on offre notre soutien à tous les gens qui les accompagnent. Ensuite de ça, il va souvent y avoir la visite des intervenants qui sont significatifs. Ce que je veux dire, c'est que dans mon équipe, des gens qui ont été proches, j'avise tout le monde là, que c'est ce jour-là. Souvent, le médecin traitant va venir faire ses salutations, la psychologue s'il était dans le dossier. On peut avoir, c'est ça, aussi accès à la psychologue juste cette journée-là. Des fois, on la connaissait déjà. Il y a la conseillère spirituelle aussi, des fois qui les suivait déjà ou qui a besoin là, de peut-être les rencontrer. Donc, selon les besoins, puis le lien qui a été établi, il va y avoir des gens qui vont venir les rencontrer. C'est sûr, s'ils ne veulent pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est souvent le désir là, de l'équipe de venir saluer nos patients. Ensuite de ça, est-ce que quelqu'un, Claudine? Non. Ensuite de ça, c'est le médecin qui administre le soin qui va souvent venir se présenter. Il va venir se présenter le patient le connaît déjà, mais il se présente à la famille. Il s'assure qu'on est toujours, c'est toujours le souhait parce que vous pouvez changer d'idée aussi. On peut changer d'idée le jour même. Donc, c'est déjà arrivé. Le jour même, c'est plus exactement ce qu'on veut. On a besoin de plus de temps où ça peut être fait le jour même, il n'y a pas de problème. On peut toujours changer d'idée. Et une fois que le médecin est passé, c'est ça, là, à ce moment-là, on va offrir là, à la famille un moment intime là, pour se recueillir. Des fois, il y a des petits rituels, des petites choses là, qui veulent être partagées à ce moment-là. Donc, on laisse tranquille, puis on les laisse ensemble dans la chambre. Ensuite de ça, c'est l'administration du soin. Donc, souvent, c'est établi lequel moment ça va se passer. Donc, le médecin et son infirmière qui va l'assister vont revenir à la chambre. Et là,
ils vont s'installer, puis quand le patient fait signe que c'est le moment, donc il y a les 3 injections qui vont être administrées. Donc, je ne sais pas si vous connaissez exactement les médicaments, mais c'est 3 injections qui vont être données. La première, c'est celle c'est tous des médicaments qui sont souvent utilisés en salle d'opération. Fait que le Versed, c'est vraiment un sédatif anxiolytique, puis on s'endort profondément, profondément. Donc, c'est très doux. Ensuite de ça, il y a une deuxième injection qui est le propofol qui va induire plus le coma, entraîner un peu la dépression respiratoire. Et la troisième médication qui est le rocurium. Et puis, c'est celui-là qui va être fatal, donc qui est la dernière injection. C'est une administration d'injection qui se fait vraiment une après l'autre et la personne va s'endormir et ça se passe relativement très rapidement pour les gens qui les accompagnent. Donc, c'est là où on a besoin de vraiment préparer la famille là, et les gens qui les entourent. Naturellement, l'équipe soignante reste disponible pour les membres de la famille en tout temps. Donc, on peut par la suite s'en occuper, puis même durant l'administration s'il y a besoin. Donc, après avoir administré la médicale à mourir, naturellement, le médecin et l'infirmière, ils vont s'en aller. L'équipe, souvent, on va offrir notre support à la famille, on va répondre à tout questionnement. Et là, après ça, on laisse la famille se recueillir à la chambre là, aussi longtemps qu'elle le désire. Il n'y a pas de limite de temps. Et on est toujours là, ils sont accompagnés par plusieurs personnes là, au besoin seulement. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que, pour tout de suite, est-ce qu'il y avait des questions en lien avec tout ce que je vous ai lancé rapidement là, sur la médicale à mourir? Si quelqu'un a une question, vous pouvez lever la main ou utiliser le clavardage pour faire votre question. Pas pour l'instant. Ce que je vais faire à ce moment-là, je termine ma présentation. C'est un petit peu pour faire un pont vers Lisanne, l'infirmière de Transplant Québec, sa présentation. Donc, pour que vous sachiez que quand on reçoit l'aide médicale à mourir à l'hôpital, il y a aussi cette possibilité-là. Donc, quelqu'un qui tient à faire un don d'organes va pouvoir le faire ici au CHU. Donc, je vous donne un petit moment là, du témoignage ici et je vous reviens. Sophie, je crois que tu n'as pas de son sur ton vidéo. Oh, est-ce que je recommence? OK. Attendez. Est-ce que je peux recommencer? Oui. Et voilà. Là, donc, c'est parce que j'avais mis mute. C'est-tu à ce moment-là que ça a coupé, peut-être? Attendez, je vais juste regarder si télé. Okay. Faites-moi signe plus rapidement si vous voyez que ça ne marche pas. J'ai perdu ma souris. C'est la dernière journée de vie de Marcel Boucher. Demain, il mettra fin à plusieurs mois de souffrance. Une décision qu'il a prise pour lui. Tout maintenant m'est difficile à faire que ce soit parler, respirer, dormir. Mais pour partir en toute quiétude, il a aussi voulu penser aux autres. L'homme de 59 ans sera le 11e Québécois à faire un don d'organes après avoir reçu l'aide médicale à mourir. Moi, je vois ça comme un message d'espoir. Parce que pour moi, le fait de donner mes organes, ça ne veut pas dire que je renonce à la vie. Au contraire, je vais aider des gens
à poursuivre leur but. C'est un cadeau de vie, c'est un commencement nouveau pour quelqu'un d'autre. Marcel Boucher pourra donner ses 2 reins et son foie. Les 3 organes ont déjà trouvé preneur. C'est beau dire, ah, je fais un don d'organes, mais c'est là qu'on vous dit, oui, on a quelqu'un pour, oui, je vais compléter. La sensation que ça fait en dedans, là. Ah, merveilleux. Donc, c'est un peu plus long, mais je voulais surtout que vous ayez un petit aperçu là, d'un des donneurs suite à l'aide médicale à mourir. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question pour vous, Sophie, c'est de Mme Hamel. Est-ce que les gens qui demandent à l'aide médicale à mourir à domicile sont toujours pris en charge par l'équipe Soins PAL? Pas nécessairement l'équipe Soins PAL, parce que l'équipe Soins PAL va être une partie, va faire partie de l'équipe du CLSC. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement fait appel aux soins palliatifs, mais on peut faire appel aux soins palliatifs, mais des fois, c'est vraiment juste l'infirmière puis l'équipe qui soutenait le patient jusque-là qui va pouvoir prendre en charge l'aide médicale à mourir puis faire les liens. Mais c'est sûr qu'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'il y a des questions maintenant pour Sophie concernant l'aide médicale à mourir? Des commentaires? Oui, Odette. Votre micro est fermé, Madame Lacroix. Pour le don d'organes, quand la personne reçoit l'aide médicale à mourir, il faut absolument qu'elle soit à l'hôpital parce que le don d'organes, s'il décède avec l'aide médicale à mourir en soins palliatifs, dans une maison de soins palliatifs, parce qu'on ne peut pas faire le don d'organes parce qu'il faut que ça soit fait immédiatement après que la personne est décédée. C'est automatique, c'est en salle d'opération. Oui, effectivement. Il y a un très court délai si on veut récupérer les organes, mais Lisanne va pouvoir nous expliquer ça beaucoup plus en détail. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a autre commentaire ou questions pour Sophie sur l'aide médicale à mourir dans un hôpital? Sinon, nous allons continuer avec Lisanne de Transplant Québec. Merci. Alors, je vais partager mon écran, c'est mon tour. Ça va, on voit bien mon écran? Parfait. Alors, bonjour. En fait, effectivement, oui, je suis Lisanne Desrosiers, infirmière de liaison en don d'organes pour Transplant Québec. Je suis spécifiquement attitrée au CHUM, donc c'est pour ça que je travaille étroitement en collaboration avec Sophie dans les cas d'aide médicale à mourir suivi de don d'organes. Alors, je vais vous parler un peu brièvement de qui c'est ça, Transplant Québec, parce que souvent, c'est un peu un organisme méconnu. On est moins connu que Emma Québec, qui font beaucoup plus de pubs que nous, qui ont beaucoup plus de moyens que nous, je pourrais dire. Et puis après ça, on va démystifier un peu les particularités d'un don d'organes après aide médicale à mourir. Puis, pareillement à Sophie, n'hésitez pas à me couper la parole en cours de route et tout. Ça me fait plaisir de répondre au moment où la question vous survient. Sinon, si vous préférez, ça peut être aussi à la fin de la présentation. Alors, Transplant Québec, en fait, c'est un organisme sans but lucratif. On est mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Notre rôle, c'est de promouvoir le don d'organes auprès de la population en général, d'où ma raison ici aujourd'hui aussi, mais aussi auprès des professionnels de la santé. Parce que, étonnamment, vous allez peut-être être surpris de savoir que ce n'est pas tous les professionnels de la santé qui sont au courant du processus de don d'organes, que ce soit dans un contexte de soins intensifs ou d'aide médicale à mourir. Alors, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Alors, nous, on arrive dans le processus, là, en fait, dès le début de l'identification d'un donneur potentiel jusqu'au prélèvement des organes eux-mêmes.
par la suite, ce sont les équipes de transplantation d'organes qui prennent en charge le reste. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment d'être là pour la famille et pour vous, là, dans les cas d'aide médicale à mourir, tout au long du processus. Puis, un coup que la transplantation a eu lieu, je ne m'occupe plus de cette partie-là. Par contre, je m'occupe de vos proches qui restent là, après votre départ. Excuse-moi, Lisanne. Oui. Est-ce que vous pouvez faire votre présentation plein écran? Certainement. Je suis en diaporama pourtant. Moi, chez nous, je suis plein écran. Nous voit 3 images sur le... OK, attendez un peu. Je suis aussi bonne que Sophie, comme vous voyez. Je ne trouve pas où mettre mon plein écran. Laisse-moi voir. Nous voit maintenant, en tout cas, c'est pas exactement en plein écran, mais c'est un peu mieux. Nous voit vos textes qui est... Oui, vous voyez mes notes, hein, mais je ne comprends pas pourquoi. Il faut aller dans Diaporama puis présenter le diaporama. Dans la barre de menu en haut, là, dans l'entête habituelle PowerPoint. Merci. Dans la page précédente. Merci, Michelle. Toujours un plaisir d'avoir toi dans une conférence. Contente de te voir, Kate, aussi, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Merci beaucoup pour ton aide. Bien, c'est très aidant, effectivement, mais je n'ai pas l'option diaporama dans mon... Je ne comprends vraiment pas. D'accord. Nous allons juste continuer comme ça. Je suis désolée. Pas grave. Donc, écoutez, voilà. Ensuite, mon rôle, c'est aussi de soutenir les hôpitaux pour faciliter les processus et les pratiques en don d'organes. En fait, oui, je vous ai dit préalablement, je suis au CHUM, mais on se promène aussi à travers 8 hôpitaux du Grand Montréal pour ce qui est de l'équipe qui siège à Montréal. On a, par contre, aussi des gens qui sont plus près de Québec. Donc, on se promène à travers les hôpitaux du Québec, là. Et puis, notre rôle est aussi de gérer la liste provinciale des personnes en attente et par le fait même d'assurer l'équité d'attribution, c'est-à-dire qu'on s'assure que c'est selon des facteurs cliniques et éthiques à qui on va offrir l'organe en premier, en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est aussi nous qui s'occupons de cette partie-là. Alors, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est démystifier avec vous, c'est quoi le don d'organes et de tissus dans un contexte d'aide médicale à mourir et que vous connaissiez c'est quoi les particularités liées à ce processus-là parce que, bon, bien sûr, on a déjà dit que ça doit absolument se faire dans un centre hospitalier, mais il y a d'autres particularités aussi liées au don d'organes. Et puis, j'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir prendre une décision éclairée en ce qui a trait au don d'organes et de tissus par rapport à vos valeurs à vous, principalement. Alors, je fais un petit survol rapide des besoins au niveau d'organes au Québec. En fait, au 31 décembre 2021, il y avait eu 144 donneurs au courant de cette année-là pour 409 personnes qui avaient reçu un organe suite à ça. Et puis, bien, la grosse particularité, en fait, c'est qu'il y avait encore 888 personnes qui étaient en attente d'organes. Et dans ces 888 personnes-là, bien, malheureusement, il y en a eu 34 qui sont décédées avant même d'avoir eu l'option de se voir offrir un organe, là. Alors, les besoins sont criants. C'est pour ça qu'on sensibilise la population en général aussi à faire part de leurs souhaits. Là. Oui, on parle aujourd'hui d'aide médicale à mourir, mais pour monsieur, madame, tout le monde, pour lequel l'aide médicale à mourir n'est pas envisageable, là, mais moi, Sophie, Kate, peu importe, ce qu'on encourage, c'est de faire part de vos volontés à vos proches, en fait, parce que quand il arrive une situation dramatique qui mène éventuellement à un possible don d'organes, bien, c'est plus facile pour l'entourage de prendre une décision en connaissant vos valeurs à vous, ce que vous auriez voulu.
Alors, les personnes qui sont en attente, là, pour ceux qui étaient un petit peu, qui se demandaient, en fait, le principal organe qui est en demande, si je peux dire comme ça, c'est les reins. L'avantage des gens qui sont en attente de reins, c'est qu'il y a un traitement palliatif en attendant de se voir offrir un rein en santé, c'est la dialyse. Par contre, la qualité de vie des gens qui reçoivent la dialyse est vraiment diminuée puisqu'ils doivent se rendre plusieurs fois par semaine à l'hôpital et subir ce traitement-là. C'est très long et après ça, ils s'en voient fatigués. Donc, leur qualité de vie est vraiment diminuée. Puis après 10 ans de traitement palliatif de dialyse, là, en fait, l'espérance de vie de ces gens-là en attente, il diminue de 50 %. Puis bien sûr, bon, il y a d'autres gens aussi en attente qui sont en attente de foie, de cœur, de poumon ou d'autres organes. Maintenant, si on parle plus précisément du don d'organes après aide médicale à mourir, bien, vous voyez en fait les petites colonnes que j'ai mises en rouge, ce sont les pays qui font du don d'organes après aide médicale à mourir. Il y en a un qui n'apparaît pas, qui est le Luxembourg, parce qu'il est petite partie. Donc, il y a seulement 4 pays qui font le don d'organes après aide médicale à mourir. Puis au Canada, bien, il y a juste le Québec. Donc, on est vraiment précurseur à ce niveau-là. Là. Alors moi, ça me rend quand même fière qu'on essaie de faire évoluer les pratiques et tout ça, puis qu'on offre aux gens qui ont accès à l'aide médicale à mourir toutes les options possibles pour être intègres avec leurs valeurs à eux, en fait. Ce que vous devez savoir quand on parle de don d'organes après aide médicale à mourir, en fait, c'est que Transplant Québec, nous, on est complètement dissocié du processus d'AMM. C'est-à-dire que votre AMM doit avoir été accepté par 2 médecins, comme Sophie vous l'a présenté au préalable, avant même qu'on entre en jeu, nous, puis qu'on pense à aller vous parler directement pour vous parler de cette option-là. C'est vraiment dissocié, c'est-à-dire que votre AMM est accepté, c'est bien. Nous, si vous voulez avoir plus d'informations, on va vous rencontrer que votre, je dis ça comme ça, là, que votre candidature au don d'organes soit acceptée ou non, ça n'aura aucun impact sur votre processus d'aide médicale à mourir. C'est vraiment 2 choses très séparées, c'est important de le comprendre. Puis le fait que vous vouliez ou que vous songiez faire le don d'organes après une médicale à mourir, ça ne va jamais empêcher votre AMM non plus. Il y a un petit bémol aussi. Je ne pense pas que Sophie a abordé ce point tout à l'heure, c'est que les gens ont le droit, quand ils demandent l'aide médicale à mourir, de demander à ce que ce soin de fin de vie-là demeure confidentiel. C'est-à-dire, vous pouvez demander à votre médecin de recevoir l'aide médicale à mourir, puis ne pas en informer vos proches. C'est vous qui prenez votre décision selon ce que vous voulez, puis pour différentes raisons, ça ne vous tente pas d'en parler à vos proches, ce souhait-là va être respecté. Toutefois, quand on parle de don d'organes, on ne pourra pas accepter la confidentialité de l'aide médicale à mourir pour une raison qui est bien simple. Si votre proche pense que vous êtes décédé, parlons de la SLA, vous êtes décédé de ça, de votre mort naturelle, si je peux dire, et puis que là, ils vous voient par la suite, là, avant l'exposition sans funéraire, ou tout simplement, ils veulent aller vous voir suite à votre décès, ils vont nécessairement voir qu'il va y avoir eu une opération. Donc, il va y avoir des questions qui vont survenir. Puis là, on va être obligé de dire, bien, écoutez, après l'aide médicale à mourir, on a procédé au don. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas permettre la confidentialité. C'est le genre de choses qu'on vous explique quand on vous rencontre là, dans la rencontre d'information pour l'aide médicale à mourir et le don. Puis là, à ce moment-là, si vous maintenez le souhait de garder ça anonyme, bien, nous, on respecte complètement ça. Toutefois, on ne pourra pas procéder au don d'organes. Donc, je parle de rencontre depuis tantôt. En fait, Sophie vous a un peu expliqué comment nous fonctionnons au CHUM. On essaie de faire ça dans un seul rendez-vous quand c'est possible pour vous éviter de vous déplacer et aussi pour faire ça en face à face, c'est toujours mieux quand on est en personne qu'en téléphone et tout ça. On peut aussi, dans des cas, se déplacer à votre domicile pour faire la rencontre d'information. Il n'y a aucun problème là-dessus aussi. Mais on trouve facilitant de tout faire en même temps. Mais encore là, on se fie à ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous venez ici au CHUM pour la journée des 2 évaluations médicales et puis au préalable, Sophie vous a dit
que si vous le souhaitez, vous pourrez avoir plus d'informations sur le don d'organes qui est une possibilité. Alors, vous avez l'option de dire non, ça ne m'intéresse pas du tout, ce n'est pas pour moi, c'est parfait, on ne sera jamais contacté à ce moment-là. Si vous avez le goût d'avoir plus d'informations, à ce moment-là, Sophie m'appelle, me dit, écoute, telle journée, je vais avoir un patient qui va venir pour ses demandes d'aide médicale à mourir. Est-ce que tu serais disponible pour venir les rencontrer? Alors moi, je book mon calendrier, puis je ne me prends pas de rendez-vous à ce moment-là. Et puis, quand vos évaluations sont faites, Sophie m'appelle et je viens vous rencontrer. Et puis là, je vous explique toutes les particularités du don d'organes après aide médicale à mourir. Ça se fait, je dirais que c'est une rencontre qui dure environ une demi-heure, dépendamment des questions que vous avez et tout ça, mais ça se fait quand même assez rapidement. Et puis, on vous laisse le temps de réflexion, en fait. Moi, je veux, à moi, les gens, il y en a qui disent, moi, je veux vraiment parce que, pour différentes raisons dans mon parcours, je sais que c'est important, bon, leur idée est déjà faite, on va pouvoir commencer le processus, mais ce qui est recommandé, c'est de vous laisser une période de réflexion d'au moins 24 heures parce que c'est beaucoup, beaucoup d'informations qu'on vous donne et puis, on veut vraiment que vous preniez une décision libre et éclairée. On ne met aucune pression de notre côté, puis que la réponse soit oui ou non, nous, on va avec vous, vraiment, vraiment. C'est vraiment très important de comprendre ça. Fait que dans cette rencontre-là, en fait, je vous explique les grosses particularités, entre autres que ça doit être dans le centre hospitalier, absolument. Tantôt, Madame Lacroix, vous disiez dans une salle d'opération et tout. Petit bémol, en fait, ça doit être un centre hospitalier dans lequel il y a une salle d'opération. Mais vous avez le loisir de recevoir ce soin-là dans une chambre aussi, sur un étage quelconque. Si pour vous, la salle d'opération, ça ne vous parle pas pantoute, puis ça ne vous tente pas, c'est une option aussi. Que ce soit que votre soin de fin de vie soit administré dans une chambre ou directement à la salle d'opération, nous, on respecte vos souhaits de rituel autant que possible. C'est sûr que si ça se fait directement à la salle d'opération et tout ça, il ne peut pas y avoir de fleurs, de nourriture et tout ça, mais on vous l'explique comme il faut. Mais il peut y avoir de la musique, vos proches peuvent être présents. Là. Fait que ça, ce n'est pas vraiment un enjeu. On respecte vraiment ce que vous voulez comme départ. C'est pas mal ce que je vous explique à ce moment-là. Et je vous explique aussi que le processus est un petit peu plus médical puisqu'il va y avoir une opération suite à ça. Donc, votre décès dans une aide médicale à mourir plus conventionnelle, si je peux dire, bon, le médecin va regarder s'il y a encore un pouls, avec le stéthoscope aussi, puis là, il va dire à vos proches qui sont encore présents, bon, c'est toutes ces sympathies, puis c'est la façon de déclarer le décès. Par contre, quand on parle d'aide médicale à mourir et don d'organes, ça doit être un petit peu plus médicalisé que ça. Il y a différentes options, on en discute avec vous. Habituellement, ce qui est choisi, c'est on fait une échographie au niveau ici des vaisseaux pour s'assurer qu'il n'y a plus de circulation, ce qui nous prouve vraiment hors de tout doute que votre cœur a complètement cessé de battre. Au préalable à cette journée-là, ce que je vous ai mis là, dans mon petit questionnaire, c'est que il y a aussi une journée d'examen qui doit être faite avant votre aide médicale à mourir, au minimum 48 heures, mais sinon, on peut aller jusqu'à 7 jours avant votre aide médicale à mourir, parce qu'on doit enfin voir c'est quoi l'état de ces organes-là, en fait, que vous voulez gracieusement donner aux gens dans le besoin. Alors, on va faire une revue de votre dossier médical avec votre consentement, bien sûr. On va aussi vous rencontrer pour un questionnaire médico-social. En fait, ce questionnaire-là ressemble beaucoup au questionnaire quand on va donner du sang Héma-Québec. C'est pour voir un petit peu au niveau de vos habitudes de vie s'il y aurait pu avoir des impacts sur je dis entre guillemets, la qualité de vos organes. Puis ça nous permet de nous faire une meilleure idée là, de leur état. Il y a des prises de sang aussi qui doivent être prises pour qu'on voit, d'un, votre groupe sanguin, mais aussi au niveau de, par exemple, votre foie, comment il fonctionne et tout, ça nous donne des indices. Et puis, il doit y avoir aussi des examens radiologiques. Habituellement, on procède avec un scan qui nous permet de voir et les poumons et les organes abdominaux, voir un peu leur état.
tous ces résultats-là, en fait, nous, on les prend et puis on communique les informations de façon confidentielle à nos équipes de transplantation. Puis c'est eux qui vont dire si les organes sont potentiellement acceptés pour leur receveur en attente, en fait. Puis, pareil comme pour l'aide médicale à mourir seulement, votre consentement là, au don d'organes peut être retiré en tout temps. Si à un moment donné, vous dites « Ah là, c'est trop, là, ça ne fonctionne pas pour moi, c'est correct. » Non, il n'y aura aucun jugement de notre part, puis on va dire « Bien, merci », puis vous allez continuer votre cheminement avec l'aide médicale à mourir seulement, puis il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, ce que ça peut changer dans votre parcours, en fait, bon, premièrement, tantôt, Sophie vous a parlé du Versed, du Propofol et du Recuronium. Il y a une médication qu'on ajoute si on fait le don d'organes, une médication que vous ne sentirez pas du tout, en fait, mais c'est avant les 3 seringues que Sophie vous parlait. Ça s'appelle de l'héparine. En fait, ça ressemble un peu à de l'aspirine, mais à plus forte dose. Puis, ça permet de s'assurer qu'il n'y aura pas de la formation de caillots au niveau de vos organes. Là. Puis, ça va préserver leur qualité, en fait. C'est la seule raison pourquoi on injecte ça. Et c'est la seule chose qu'on va donner en prévision du don d'organes. Après ça, je vous en ai parlé, confidentialité, bon, de l'AMM ne peut pas être respectée, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous ne pourrez pas savoir, ni vos proches, en fait, qui va recevoir les organes qui ont été acceptés. Par contre, vous allez pouvoir savoir c'est quoi ces organes-là qui ont été acceptés avant votre soin d'aide médicale à mourir, en fait. Donc, si les équipes de transplantation ont accepté le foie pour une personne X, les poumons, alors on va vous le dire en cours de processus. Des fois, ben, en fait, pas des fois, c'est toujours ce que les gens apprécient le plus. Là. Vous avez vu l'homme dans la vidéo que Sophie vous a présenté, son sourire, et il parlait de lui-même. En fait, les gens, ça les aide vraiment de savoir combien de personnes ils vont pouvoir aider. Là, puis, c'est vraiment bien apprécié de leur part. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que on vous dit ce qui a été accepté au préalable. Toutefois, rendu à la salle d'opération, bien, parfois, quand on voit de nos yeux versus quand on voit au niveau d'un scan, ce n'est pas nécessairement ce à quoi on pensait. Donc, c'est une possibilité que rendu à la salle d'opération, finalement, les organes ne soient pas pris, mais vous êtes au courant de ça avant même votre départ. Et puis, sachez qu'il y a une possibilité de faire le don jusqu'à 6 organes là, quand on parle d'aide médicale à mourir et don d'organes. On parle de rein, de foie, de poumon, de pancréas. On ne peut pas donner le cœur parce que en fait, votre cœur va arrêter de battre, c'est ce qui va causer votre décès. Donc, il y aurait des blessures au niveau du cœur, mais pour les autres organes, on peut les donner. Alors, je vous l'ai déjà dit, le rituel de fin de vie est possible même si c'est à l'hôpital et même si c'est en salle d'opération. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, nous, on respecte votre date choisie, c'est-à-dire que si vous me dites, bon, j'ai choisi une date pour des raisons qui m'appartiennent et tout ça, nous, on va faire en sorte de notre côté de contacter les équipes de chirurgiens et tout ça pour les informer que c'est cette date-là qui a été ciblée, puis on va faire en sorte que ça fonctionne. Puis on vous tient au courant tout au long du processus, toujours. On se parle presque tous les jours là, quand on est en train de préparer ça. Là, en fait. Puis la grosse particularité quand on parle de don d'organes, c'est que vos proches vont avoir un accès limité auprès de vous après le soin parce que, bien, je crois que c'est Mme Lacroix qui en parlait aussi tantôt, ça doit être fait rapidement, en fait, la transplantation suite à votre décès parce que les organes ne vivent pas longtemps quand il n'y a plus de vie dans un corps, là, en fait. Donc, on doit vraiment procéder très rapidement. C'est ce qui fait en sorte qu'on a une période très restreinte qu'on laisse à vos proches. C'est 5 minutes après le décès qui peuvent rester auprès de vous. Puis après ça, nous, on part jusqu'à la salle d'opération. Alors ça, c'est important aussi d'en discuter avec vos proches au préalable. Puis, si vous avez un rituel des adieux à faire, bien, ça doit être fait avant. Là. Vos proches n'auront plus accès à votre corps, là, si je peux dire ça comme ça, tout de suite après. Par contre, s'ils veulent vous revoir après le processus, ça, il n'y a pas de problème.
Alors, il y a des conditions qui pourraient affecter, voire ne pas permettre le don d'organes. En fait, vous pourriez décider en cours de route de modifier votre décision concernant l'aide médicale à mourir elle-même, ce qui est correct, vous avez le droit. Bien entendu, si vous ne recevez pas l'aide médicale à mourir, on n'ira pas avec un don d'organes. Si vous perdez votre capacité de consentir aux soins, ça peut-être Sophie pourrait en parler un petit peu plus par la suite. C'est en train d'être revu, cette disposition-là, au niveau de la loi, mais éventuellement, ce qui s'en vient ou qui est déjà arrivé, là, Sophie pourrait vous le dire, c'est que vous allez pouvoir éventuellement demander votre aide médicale à mourir, puis signer un papier devant témoin comme quoi, si vous perdez votre capacité à consentir, vous allez quand même pouvoir aller de l'avant avec l'aide médicale à mourir. Mais on va y aller au cas par cas pour ce qui est du don d'organes dans ces cas-là, quand il va y avoir, quand ça va être à l'avant-plan. Et puis, si vous décidez de recevoir la sédation palliative plutôt que l'aide médicale à mourir, c'est tout à fait correct pour vous, mais il n'y aura pas de don d'organes, bien entendu. Si vous désirez mourir à domicile pour des raisons de viabilité des organes, en fait, c'est pour ça qu'il faut être près d'un bloc opératoire. Si vous désirez ne pas informer vos proches aussi, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, on ne pourra pas procéder au don d'organes. Puis si vous retirez votre consentement au don d'organes, comme je vous l'ai dit aussi au préalable, parce que c'est too much pour vous, là, finalement, en cours de processus, ça aussi, c'est bien correct. Alors, j'ai une petite question de M. Jutras. Est-ce que le don de cerveau peut être fait? Le don de cerveau peut être fait. En fait, ce n'est pas Transplant Québec qui s'occupe de ça. Ici, il y a un infirmier qui s'occupe spécifiquement de ça. Et d'ailleurs, Sophie organise une rencontre avec moi, comme je le dis, mais organise aussi une rencontre avec l'infirmier qui s'occupe du don d'organes. C'est un consentement qui est à part et ça, c'est fait après le décès. Donc, il n'y a pas les implications que je vous dis avec la famille qui a juste un 5 minutes et tout ça, pas d'évaluation au préalable et tout. Là. Alors, mais Sophie, je la vois froncer des yeux, là, fait qu'elle va vous dire un petit peu plus en réponse. Veux-tu y aller tout de suite, Sophie? Non, c'est ça. En fait, disons, j'en ai pas parlé parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle plus du don d'organes, mais effectivement, en fait, le don de cerveau, c'est vraiment dans un contexte de recherche. Et ça se fait par la suite. Donc, disons qu'il n'y a pas de don d'organes, il y a juste un don de cerveau. Il y a quand même un délai, mais ce n'est pas le 5 minutes comme Lisanne explique. Là, il y a vraiment, c'est juste qu'on ne peut pas rester pendant plusieurs heures avec l'être cher qui est parti. Donc, c'est plus quelque chose comme un 30 minutes parce que pour s'assurer du prélèvement par la suite. Puis les consentements, il y a une petite évaluation, mais ce n'est rien par rapport au don d'organes. Donc, c'est juste ça que je voulais spécifier. Alors, si on parle de la journée spécifique où vous recevrez votre aide médicale à mourir et par la suite don d'organes, le déroulement de la journée, en fait, comme je vous disais, le rituel de fin de vie, c'est vous et vos proches qui le déterminez et on le respecte dans la mesure du possible en centre hospitalier. Après ça, vous avez le médecin qui administre l'AMM, l'infirmière qui l'accompagne, viennent vous voir à la chambre, valident que vous voulez toujours recevoir l'aide médicale à mourir. Le processus ne change pas par rapport à ce que Sophie vous a expliqué. Et si vous désirez procéder, là, il va y avoir l'administration de votre aide médicale à mourir. Il va y avoir présence d'une infirmière de liaison comme moi et d'un coordonnateur de TQ dans la chambre au moment de l'aide médicale à mourir. On respecte le plus possible votre intimité, on se met en retrait et tout, mais on doit être là pour s'assurer que le processus suit son cours comme il se doit. Là, il va y avoir la période de 5 minutes qu'on dit no touch. Comme je vous disais, il y a 5 minutes durant lequel on ne peut pas toucher. Vos proches ne pourront pas toucher, vous toucher, en fait, durant ces 5 minutes-là. Et ensuite, le constat est fait par 2 médecins qui n'ont aucun lien avec les équipes de transplantation parce qu'au niveau éthique, on veut vraiment que ça soit bien clair que c'est comme ça. Et puis, par la suite, le corps, en fait, part en salle d'opération et la famille quitte lorsqu'elle le souhaite. En fait, moi, je demeure avec la famille. Sophie reste avec moi aussi. On est là pour les supporter. Souvent, ça finit en rire aux éclats parce qu'on se remémore la personne qui a reçu le soin de fin de vie, là, en fait. Alors, on est là, on reste là tant qu'ils ont besoin de nous, en fait, puis on les raccompagne après ça quand ils veulent quitter.
Puis, ce qui est intéressant de savoir aussi, je vous ai dit que, en fait, la personne qui va recevoir l'aide médicale à mourir va être informée des organes et tout ça qui ont été acceptés. Si vos proches le désirent, en fait, après que l'opération a été complétée, bien, ils reçoivent un appel d'un coordonnateur de Transplant Québec pour leur dire comment s'est passée la procédure et quels organes ont bel et bien été transplantés. Alors ça donne un petit baume habituellement là, à la famille. Là. Ça donne, je dis toujours, ça donne un sens au non-sens parce que ça ne serait pas le premier choix de passer par un processus comme ça, bien entendu, mais en ayant pris la décision de quitter comme les personnes le veulent et de cette façon-là, bien, pour les proches, savoir qu'il y a une petite partie d'eux aussi qui vit dans quelqu'un d'autre, ça apporte vraiment tout un sens et ça favorise le cheminement de deuil, là, en fait. Alors, les cordeaux appellent, en fait, pour les informer s'ils le veulent. 2 mois après le décès, il y a une lettre qui est envoyée par Transplant Québec en respectant la confidentialité, bien sûr, mais on donne des nouvelles des receveurs. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a aussi une invitation pour l'ACDO. L'ACDO, qui est l'Association canadienne de dons d'organes. En fait, vous voyez, j'ai mis le petit épitaphe ici. Là, en fait, c'est tous des noms gravés des donneurs d'organes qui ont eu lieu. Ça se trouve à Québec, ça. Et annuellement, il y a une cérémonie pour honorer tous ces gens-là, en fait, qui ont fait un don plus grand que nature, si je peux dire. Et il y a aussi possibilité de recevoir une médaille là, pour, mon Dieu, vous êtes vraiment des héros, les gens qui participent au don d'organes, donc on souligne vraiment ça. Ce qui m'amène à vous dire, j'ai quand même oublié de vous dire, je trouve ça important, en fait, nous, quand on prépare la salle d'opération et tout ça, on rencontre les équipes et l'équipe qui va donner le soin et les équipes qui font la transplantation. Et moi, en fait, je vous demande toujours qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, là. Puis je parle en votre nom à ce meeting-là, en fait, comme quoi vous étiez, bon, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui aimait le golf, puis aimerait ça qu'on sache que tel. Je parle de vous, puis on respecte aussi une minute de silence en votre honneur. Et puis, dernièrement, en fin de processus, en fait, si je peux dire, 2 mois après, oui, vous recevez une lettre, mais j'appelle les proches pour savoir comment ils se portent, en fait, comment ils ont trouvé le processus aussi pour l'amélioration des pratiques, parce que, bon, c'est comme dans tout, on veut devenir parfait, mais on tend à la perfection, c'est rare qu'on l'atteint. Hein? Alors, c'est vraiment ça. Puis aussi pour faire un suivi au niveau du deuil, parce que si les gens ont de la difficulté au niveau du deuil, on a une banque de ressources qu'on peut leur suggérer. Puis des fois, il y a des gens qui me disent, mon Dieu, tu veux-tu me rappeler aussi dans un mois? Il me semble que ça me ferait du bien. Puis je peux faire ça indéfiniment, puis il n'y a pas de problème. Une fois que Transplant Québec est dans la vie des gens, on reste là à tout jamais. Fait que voilà. Ce que je voulais souligner aussi, que c'est le plus important, en fait, pour moi, pour Transplant Québec, c'est le respect des volontés de la personne en tout temps, sans pression. Puis souligner que le fait de contribuer à changer la vie des gens, en fait, ça donne vraiment un sens pour les gens que j'ai côtoyés. Je suis sûre que Sophie pourrait dire la même chose. Puis ça facilite le cheminement des familles. Puis, tu sais, la vidéo que tantôt Sophie vous a présentée, en fait, parlait beaucoup de la vision de la personne qui a donné, mais je vous en ai trouvé un aussi qui parle un petit peu plus de la vision de la famille qui reste là, suite aux soins, parce que, tu sais, le 5 minutes, des fois, peut paraître vraiment difficile, ou le fait que ça soit à l'hôpital ou en salle d'opération, mais après ça, quand on parle aux gens, c'était pas ça le plus important. Alors, j'espère que je vais être capable de vous le présenter. Parce que là, comme je ne suis pas en plein écran, d'habitude, je ne suis pas capable. Je ne comprends pas, je n'ai pas cette option-là. Non, hein? Lisanne? Oui. Si tu vas en haut dans tes onglets, tu as animation, diaporama. Si tu vas dans diaporama. Non, mais c'est ça, je te dis, je ne l'ai pas cette option-là. Mais regarde, je lis mon vidéo, dites-moi si vous le voyez. Tu n'as pas ça en haut, les onglets orange qu'on voit, parce qu'on le voit sur l'écran. Une parcelle de ma vie à travers quelqu'un d'autre. Là, vous ne le voyez pas, mon vidéo? Non, on a les questions. Moi, je ne vois même plus mes questions. Ça va bien, hein? Ah. C'est bizarre. Oups.
Là, j'ai arrêté mon partage. Ah, ben là. Fait que là, vous ne voyez plus rien, hein? Ben, je suis désolée, je ne sais pas. Ah, diaporama. Qu'est-ce que tu m'as dit, Sophie? Ben, en haut, tu avais des onglets, tu sais, pour comme présenter. Là, on ne le voit plus, mais c'était écrit à un moment donné, je pense, animation, puis après ça, tu avais diaporama. Puis quand tu Ouais. passes sur diaporama, Ouais. là, tu as Diaporama quoi? ben, c'est parce que là, je ne le vois pas en ce moment, mais il me semble que tu peux débuter. C'est écrit à gauche, gauche, gauche. C'est écrit débuter avec la diaporama active. Quelque chose de même, à gauche. Oui, à partir de la toujours diapositive actuelle. Oui. Si tu le fais, tu l'as. Là, vous êtes en plein écran? Ben, On oui, voit plus que bien. tantôt. Oui. Juste jusqu'à la fin. Je vais essayer. Et maintenant, c'est l'écran plein. Oui, c'est parfait. Vas-y. Fait que je devrais l'avoir, là. Oui, là, tu mets ta souris. Ah Oui! OK, j'y vais. Ben non, ça switch l'écran. tu n'arrives pas à peser sur le... Ah, je l'ai. Peut-être que je vais continuer à vivre une petite parcelle de ma vie à travers quelqu'un d'autre. Déjà en 2017, Stella Vojas souhaitait donner un sens à sa maladie, la sclérose latérale amyotrophique. Pour elle, c'était vraiment... Ça allait de soi que tant qu'à demander l'aide médicale à mourir, elle allait faire le don d'organes. Sa fille a fait d'elle une grand-maman, 2 fois plutôt qu'une. L'été dernier, Stella Vojas décide que le temps est venu de mettre fin à ses souffrances. Choisir de faire un don d'organes signifie que l'aide médicale à mourir se fera forcément à l'hôpital. Stella a fait un effort pour essayer d'accommoder la COVID-19 et donner. Elle voyait que ce n'était pas le bon moment. C'est comme si elle avait ajusté sa date au début septembre pour qu'on soit entre les 2 vagues, puis pour être le moins contraignante possible pour le système. Juste penser à l'humanité de cette femme-là, ça m'émeut. Transplant Québec juge maintenant que les patients qui demandent l'aide médicale à mourir doivent savoir que le don d'organes est une option pour eux. On va faire le prélèvement vraiment aussi proche de la personne que possible. Donc, ça prend un hôpital avec un bloc opératoire, évidemment. Cette nouvelle catégorie de donneurs aura un impact positif. Moi, je suis convaincu que ça va faire une différence parce qu'il va y avoir une proportion de plus en plus élevée de gens dont ce n'est pas contre-indiqué qui vont souhaiter le faire. Début septembre, Martine Saint-Louis s'est donc retrouvée avec sa mère à l'hôpital du Sacré-Cœur. On nous a permis d'avoir des chandelles, des photos, on a mis de la musique qu'elle voulait. Au final, qu'est-ce qu'elle regardait, c'était l'intérieur de nos yeux. Ça fait que peu importe l'environnement physique dans lequel on était, je l'ai senti quitter en nous, regardant nous. L'infirmière Marie-Claude Prudhomme-Lemaire était auprès de la famille. Je peux vous dire que j'étais avec sa fille devant l'hôpital à la fin. Quand on a vu les policiers passer, c'est parce que c'est eux qui transportent les organes. Alors, on a eu un sentiment d'accomplissement, de pouvoir mener un peu son désir à terme. On ne sait pas qui les a reçus. Tout ça reste très confidentiel, mais on sent vraiment qu'on a fait la différence. 800 Québécois attendent une greffe. Le nombre de donneurs au Québec tourne autour de 140 par année. Le don d'organes dans le cadre de l'aide médicale à mourir est passé de 2 en 2017 à 13 l'an dernier. La contribution de Stella est d'autant plus précieuse qu'on prévoit une année creuse en 2020. Les programmes de transplantation ayant été mis sur pause pendant la première vague. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Bon, j'ai réussi. Merveilleux. C'est le temps des questions ou commentaires. Comme toujours, vous pouvez clavarder vos questions ou commentaires ou lève la main ou faire signe que vous aimeriez faire un commentaire ou que vous aimeriez poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
à ce moment, ça semble très, très, très évident pour tout le monde. Donc, Question au niveau des dons d'organes. Oui. Si le cognitif ne répond pas, on a signé notre carte et tout ça, mais on vient, ça peut être pas rapport à l'AMM, là, mais en général, si on fait un don d'organes avec notre carte, mais que le cognitif maintenant n'est plus présent, est-ce que le don d'organes va se faire pareil? Bien, les critères différents, on va parler d'autre chose que l'aide médicale à mourir, là, parce que dans l'aide médicale à mourir, vous devez vraiment avoir toutes les fonctions cognitives pour prendre cette décision-là, comme Sophie vous l'a dit. Mais dans les autres cas de don d'organes, en fait, les critères sont bien spécifiques. C'est un patient de tout âge, là, en fait, mais qui doit avoir une atteinte au niveau neurologique suite à un accident, un AVC ou quelque chose comme ça, qui fait en sorte que sa vie est en danger, il est sur le point de décéder ou il est déjà décédé au niveau neurologique. Le cerveau est mort, si je peux dire ça comme ça. Et puis, on doit envisager pour cette personne-là de retirer les traitements de maintien, le respirateur, toutes les solutés qu'on doit y avoir pour maintenir ça. Et puis, ce patient-là, en fait, doit être sous de la ventilation, soit justement un respirateur ou un BiPAP, puis que ça doit absolument être nécessaire à sa survie. Quand l'équipe médicale ne peut plus rien pour sauver ce patient-là, en fait, c'est là qu'il y a possibilité d'un don d'organes. Et puis, dans un premier temps, il va encore une fois par étapes. La famille est informée du pronostic sombre ou du décès. Puis, suite à ça, on arrive, nous, dans la boucle. Et puis, que vous ayez fait part de vos volontés à vos proches, c'est ça qui est très aidant parce qu'au Québec, en fait, ça demeure quand même les proches qui ont la décision finale pour différentes raisons, mais entre autres, c'est qu'au niveau émotif, c'est un processus qui se prolonge sur quelques jours. Donc, on n'impose pas ça, mais on fait en sorte qu'ils prennent une décision éclairée en fonction de vos valeurs à la personne qui est décédée ou sur le point de l'être, ses valeurs à elle et qu'est-ce qu'ils sont capables aussi de passer au travers, là, si je peux dire. Mais c'est pour ça que je vous disais tantôt, le nœud de la guerre, c'est vraiment que vos proches en soient informés. Il y a 3 endroits où vous pouvez parler de vos volontés, là, en arrière de votre carte de la RAMQ. Sur le site Internet, vous pouvez vous inscrire aussi et vous pouvez en parler à votre notaire. Nous, on vérifie ça avant d'approcher votre famille. Merci. De rien. Merci. J'ai une autre question, peut-être pour Sophie à ce moment-là. Dans l'aide médicale à mourir, qu'est-ce que vous faites au préalable avec un patient qui aurait peur de cette possibilité-là là, de l'AMM? On informe, on écoute, on parle. C'est sûr que quelqu'un, c'est quelque chose qui peut être discuté, puis on essaie de vérifier qu'est-ce qui fait peur, quelles sont les autres options aussi, parce que c'est sûr que la personne doit être au courant que il n'y a pas juste l'aide médicale à mourir qui est possible, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que ça entraîne? Quels sont les avantages, désavantages de chaque option? Donc, c'est sûr que c'est d'en parler, puis c'est de juste garder la conversation ouverte, là, dans le fond, de parler. Puis, tu sais, comme vous parlez aussi de quelqu'un qui n'a peut-être pas la capacité ou l'aptitude ou le côté cognitif. Si on a un doute, c'est sûr qu'on va à ce moment-là, on peut faire une évaluation d'un neuropsychologue puis des fois, on fait appel à lui parce que c'est pas parce qu'on a nécessairement des troubles de mémoire ou un petit début de troubles cognitifs qui fait qu'on n'a pas du tout droit. Donc, lui, c'est ça, c'est qu'il va plus vérifier l'aptitude. Donc, c'est la compréhension de ce qu'on demande. C'est de savoir si la personne est apte à prendre cette décision-là de façon claire et éclairée. Donc, c'est pas parce que quelqu'un va avoir des troubles de mémoire, avoir des troubles qui débute, qu'elle n'a pas la capacité de faire cette demande-là. Donc, c'est juste de parler. D'accord, merci beaucoup. Si vous avez des questions, utilisez le chat ou lève la main. J'ai 2 commentaires super intéressants. Merci. Ça, c'est de Stéphanie Dancos et de M. John Shortle. Merci beaucoup. C'était très bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, Madame Coder?
Oui, bonjour. Bonjour, Lisanne. Je me présente. Je suis la nouvelle coordonnatrice du GIS au CIUS Centre-Sud. Donc, je participe à votre conférence parce que Lisanne m'a partagé l'information. C'était très intéressant, Lisanne. Puis, je me permets d'intervenir parce que je vois qu'il y a des gens de notre CIUS qui sont présents. Puis, on a eu cet échange-là, Lisanne, sur l'importance, ou peut-être l'importance, mais aussi de permettre à nos équipes d'échanger sur la possibilité d'un don d'organes. Hein. On s'entend que certains usagers cherchent à donner un sens à leur maladie, à l'aide médicale à mourir. On a beaucoup d'enjeux de spiritualité, des gens qui veulent donner un sens aux gestes qu'ils sont en train de faire. Et donc, c'est sûr que le décloisonnement de la loi de l'année dernière avec les morts non raisonnablement prévisibles, bien, vous, comme association à la SLA, c'est sûr que vous risquez d'être beaucoup plus sollicité, consulté avec les maladies neurodégénératives avec l'ouverture de cette loi-là l'année dernière. Et je pense que cette clientèle-là, effectivement, a assurément des besoins pour certains clients de donner un sens. Et ça peut faire partie des options dans lesquelles on doit peut-être tranquillement, comme société, évoluer à partager cette possibilité-là, puis que certains usagers, ça va donner vraiment le sens auquel ils ont besoin. Donc, je pense qu'on doit tous en faire la promotion. Puis, je me permets de dire, Sophie, là, tu as fait la présentation pour le CHUM, mais c'est important, Lisanne, hein, on en a parlé, les dons d'organes, ça se fait dans tous les centres hospitaliers. Donc, nous, aussi, au Centre-Sud de l'île de Montréal, on a l'hôpital Notre-Dame, on a l'hôpital de Verdun. On a des fois tendance à penser que ça se fait juste dans nos super hôpitaux, mais ça se fait partout. Donc, pour nos équipes, on a quelque chose à travailler aussi à cet égard-là. Fait que pour vous, si vous avez des usagers ou des connaissances qui ne sont pas suivis au CHUM, bien, ça fait aussi partie des possibilités. On peut être suivi dans n'importe quel hôpital pour pouvoir avoir accès à ce soin-là. Fait que je voulais juste faire une petite parenthèse. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Merci, Chantal. En fait, effectivement, ça se fait partout où est-ce qu'il y a une salle d'opération. Si le centre hospitalier a une salle d'opération, il n'y a pas de problématique. Puis, c'est Transplant Québec qui va guider les équipes moins habituées, si je peux dire. À Rouyn-Noranda, n'importe où qu'il y a un hôpital avec une salle d'opération. Madame Andréane Caron, vous avez levé la main ou c'était plutôt juste à dire quelque chose? Vous êtes muté encore. Bonjour. En fait, non, j'ai applaudi. Bonjour, Madame Coder. On s'est parlé récemment. Je travaille au Centre de réadaptation Lucie Bruno avec une clientèle en maladie évolutive. Et dernièrement, on a fait affaire avec Transplant Québec pour un de nos clients qui est décédé en février dernier et ça a donné tout le sens à cette démarche-là. Il cherchait, il ne voyait pas le sens d'essayer d'accompagner sa conjointe et les enfants dans cette démarche-là, en étant présent, mais bientôt plus là. Et le don d'organes a bien bouclé la boucle et il est vraiment parti en paix. Donc, merci. Et c'était pour la famille, les proches, une très belle expérience, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des autres personnes qui aimeraient faire un commentaire ou si vous avez une question, c'est le temps. Je vais juste attendre peut-être une autre 30 secondes. Je ne veux pas garder le monde inutilement. Donc, cet après-midi, nous faisons la même conférence, mais en anglais. Et ça commencera à 1h30 pour vous qui aimeraient entendre ça dans une autre langue. Ça semble que oui, Odette. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que pour la recherche aussi, c'est super important. On peut donner des organes pour aider d'autres personnes à vivre. Et pour la recherche, oui, on peut le faire en même temps. Il y a le don d'organes. Ensuite, le laboratoire de pathologie peut être présent pour prélever le cerveau et prélever aussi la moelle épinière pour permettre aux chercheurs d'être capables de trouver qu'est-ce qui a causé la SLA. C'est une façon directe de pouvoir trouver la cause là, dans les cellules qui sont contenues dans la moelle épinière. Merci beaucoup, Odette. Oui, c'est bien
de rappeler ça. Monsieur Lapointe écrit bravo et tous pour la présentation. Merci, Monsieur Lapointe. Est-ce qu'il y a autre commentaire, autre? Ça sent bien. Donc, je vous remercie beaucoup, Sophie Villemer et Lisanne Desrosiers, pour votre temps ce matin. Et merci à tout le monde qui avait participé dans cette conférence. C'était vraiment un plaisir d'être là pour vous. Et je veux dire bon matin et bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.